Tu te souviens quand on était plus jeune? Quand on était enfant, on avait besoin qu'il y ait des gentils et des méchants. On avait besoin de ça parce qu'en tant que petits humains un peu bêtes, ça rendait les choses tellement plus simples. Donc on te montrait un héros que t'allais prendre en modèle en jouant avec tes amis, et comme il n'y a pas de lumière sans ombre, il fallait que ce gentil, il ait un méchant sur qui taper. Et quand on était gamin, c'était pas un truc qui nous intéressait, ça. Ce méchant. Il fallait juste qu'il fasse des trucs de méchant. Maintenant, imagine qu'en réalité, ce gars-là, avec son rire des enfers, il soit un poil plus complexe, et que depuis, tu as grandi, et tu as compris qu'entre le blanc et le noir, il y a des nuances de gris. Ou mieux, que dans le méchant, on a mis une goutte de gentil, et dans le gentil, une goutte de méchant. Ouais, non, cette métaphore, elle marchera jamais. Ok, commençons par le commencement. On va aller un peu plus loin que le vilain fait le mal. Déjà, c'est quoi le mal? Parce que c'est une question qui est déjà vachement plus complexe qu'elle en a l'air en réalité. Parler de bien et de mal, c'est déjà parler de moralité, et la moralité, c'est pas un truc absolu. En fait, c'est même pire que ça, c'est complètement subjectif. Ça dépend de ta culture, de ta religion, ou même de ton époque. Par exemple, chez les Aztèques, la morale religieuse considérait comme bon de sacrifier des gens, dont des enfants, pour les dieux. Et d'ailleurs, ils étaient plutôt inventifs pour ça. Qu'est-ce que t'es en train de manger, mon pote? Donc on peut pas juste faire une généralité en parlant simplement de bien et de mal. De mauvaises actions, en absolu, ça veut absolument rien dire sans contexte. Donc pour savoir ce que c'est un bon méchant, on va devoir poser un contexte. Et ça tombe bien parce que le cinéma regorge d'un paquet d'exemples de super vilains. Et parce qu'on n'est plus des enfants, plutôt que de faire la liste des trucs de méchants que fait un méchant, on va se demander pourquoi le vilain agit comme il agit. On va essayer de rentrer en sa tête, de sonder l'intérieur de sa boîte crânienne. Et plus on va creuser sur ce pourquoi, plus on va se rendre compte que finalement, en vieillissant, on n'imite peut-être plus la même personne que lorsqu'on était enfant. Pourquoi le vilain agit mal? Pour quelle raison? La première astuce pour se dédouaner de faire n'importe quoi, de mettre à feu et à sang tout ce que tu touches et de quand même réussir à dormir le soir, c'est de changer la réalité. Après tout, le bien et le mal, comme c'est relatif tout ça, si j'agis pour quelque chose de plus grand qui me dépasse, qui est bon selon mon prisme, ma perception de la réalité, je suis plus le vilain en fait. C'est pas moi qui me trompe, c'est les autres, c'est la norme qui est dans l'erreur. Thanos par exemple, c'est le héros de son monde. On le voit comme un tyran qui veut éradiquer la moitié de toute vie dans l'univers, mais lui, il se voit comme la solution à la surconsommation des ressources de l'univers. C'est genre une sorte de Greta Thunberg violette. Magneto, dans la tête de Magneto, c'est un ancien survivant d'un holocauste de mutants qui a choisi de se battre pour ses semblables contre le reste de l'humanité pour éviter de voir souffrir les autres mutants comme lui, il a souffert. C'est aussi Ozymandias, par exemple, dans Watchmen, qui a suffisamment de pouvoir pour faire le calcul froid, simple, cartésien que... Tuer des millions de gens pour en sauver des milliards. Et c'est pratique ça, de se convaincre d'avoir compris un truc que les autres n'ont pas compris, de se positionner en sauveur et de servir un idéal, peu importe le prix, puisque la fin justifie les moyens. Et déjà, en tant que spectateur, en comprenant le plan du grand vilain, en voyant le monde à travers son prisme, commence à nuancer le mal qu'il représente. Parce qu'on comprend que ce qu'il fait, il le fait pas par plaisir, mais parce que de son point de vue, il est juste pas mauvais en fait. Un biais de perception. Et ce biais, il est d'autant plus vrai au cinéma. Parce qu'au ciné, on n'a pas une vue globale de tout, où la caméra filme tous les persos en même temps. On choisit de te montrer, ou pas d'ailleurs, les événements que rencontrent les personnages. Et ce biais de perception au ciné, ça a un nom, il s'appelle l'effet Rashomon, qui est le nom d'un film d'Akira Kurosawa, qui te montre un meurtre du point de vue de 4 persos différents. Dans le film, chacun raconte ce qu'il a vu du meurtre, mais comme chacun voit une version partielle de la vérité, chaque version est différente, et on ne peut pas dire ce qui s'est objectivement passé. Et c'est pour ça que de leur point de vue, les vilains qu'on vient de voir, ils sont pas les méchants de l'histoire. Et parfois, les motivations du vilain, elles sont beaucoup plus simples que ça. Sauver son peuple, l'humanité, l'univers, c'est sympa, mais ça demande de sacrées épaules. Et un vilain, il peut avoir des failles comme n'importe qui le motivent tout autant. Il peut rechercher quelque chose de bien plus simple.
simplement l'étincelle de fierté dans les yeux de quelqu'un qui lui est cher, un parent, un maître ou même juste des inconnus. Et il peut être prêt à tout pour avoir un peu de reconnaissance. Et ça, dans une œuvre de fiction, c'est encore plus puissant, je trouve. Parce que rechercher la reconnaissance, c'est humain. C'est un truc qui nous parle. On a de l'empathie pour ça. Personnellement, ça me déchire le cœur de voir Zuko s'entraîner encore et encore pour espérer voir un peu de fierté dans les yeux de son père. On est très très loin d'un Thanos qui veut être le héros de l'univers. Zuko, il agit simplement pour devenir un héros aux yeux de son tyran de daron, qui l'a renié alors que c'était qu'un gamin. Et la reconnaissance, c'est un levier ultra puissant de motivation. Selon Honnête, un philosophe qui a théorisé la notion de reconnaissance, c'est pas simplement un truc que l'on fait pour booster son ego. La reconnaissance, c'est quelque chose d'indispensable à chacun de nous. Il explique même que ça fait partie de nos besoins physiques et psychiques fondamentaux. Parce que, qu'on le veuille ou non, nous, les humains, on est des animaux sociaux. Et on a besoin d'attention particulière venant d'autres congénères pour pas sombrer dans la solitude. Donc, inévitablement, on fait des trucs dans le but d'obtenir cette marque de reconnaissance. Un hochement de tête, un sourire, des remerciements, une bonne note, une marque de respect, peu importe en fait. Et dans la liste des trucs à faire pour obtenir cette reconnaissance, y a pas que du bon. Le vilain, il est humain après tout. Il court juste après une récompense en passant par le mauvais chemin. Et plus largement, la quête du vilain, elle peut être ultra proche de celle du héros. Une mère qui protège ses enfants, peu importe le prix, ça ressemble à une bonne motivation d'héroïne, ça par exemple. Pourquoi c'est vrai lorsque ça s'applique à Catelyn Stark, et plus du tout lorsque l'on parle de Cersei Lannister? Pourtant, fondamentalement, on les juge sur des aspects sur lesquels elles n'ont pas la main, et on en considère une comme suivant la voie du bien, et l'autre du mal. Pourquoi on déteste Cersei du coup? Par association, parce qu'on déteste un de ses fils? Parce qu'elle agit différemment de Catelyn à cause des épreuves qu'elle rencontre? Ouais, mais au début là, on a dit protéger ses enfants à tout prix pourtant. Surtout que l'argument du protéger sa famille, ses proches, les siens avant les autres. Sauver les miens avant les vôtres, gros, sinon c'est pas la peine. C'est un discours universel qu'on entend encore pas mal de nos jours. Et cette quête que partage le vilain avec le héros, ça peut être protéger ses proches, mais ça peut être tout autre chose. Tu peux te battre pour être le meilleur magicien, pour construire un pont, ou devenir la reine des cygnes par exemple. Dès lors que tu mets un peu de compétition, d'adversité, avec une récompense à la fin, mais peu importe le camp, la motivation du héros et de l'antagoniste, c'est la même. Et du coup, un vilain qui se bat pour quelque chose, ça ressemble toujours plus ou moins à un héros déguisé. Se battre pour ses idéaux, pour de la reconnaissance, ou pour littéralement la même chose que le héros, ça s'explique toujours plus ou moins. Nous, on veut rentrer dans la tête du vrai vilain, celui qui veut détruire plutôt que de construire. Celui qui se bat pas pour quelque chose ou quelqu'un, mais contre. Un vilain contre quelque chose donc. Le plus évident, c'est en opposition au héros. T'as un gentil qui veut un truc de gentil, un méchant qui veut l'opposer, donc qui doit briser le rêve du héros. Et en termes de motivation, ça a pas du tout le même effet qu'un vilain qui se bat pour la même chose que le héros. L'opposition, ça permet d'apporter de la nuance au discours du héros, une sorte de contre-pied idéologique, un débat au sein du film. Et ça marche particulièrement bien sur des thèmes où les extrêmes sont de mauvaises réponses. Parce que chacun des points de vue, celui du héros et celui de son antagoniste, ils sont discutables. Et que dans un monde complexe, la vérité, elle se trouve souvent au milieu. Par exemple, c'est Light et son Death Note qui décident d'appliquer sa propre justice, plutôt sévère, pour une société plus juste, et elle, face à lui, qui voit dans le pouvoir du Death Note uniquement l'arme d'un tueur en série qu'il faut absolument arrêter. C'est le Joker de Nolan qui décide de traiter le monde de la pire des manières parce que c'est la manière dont le monde l'a traité, pendant que Batman, qui a également souffert en ce monde, décide d'agir pour que personne ne souffre de la même manière. Les deux s'opposent, mais se complètent. You complete me. Et compléter idéologiquement le héros, ça a un deuxième effet qui se coule. Ça permet au vilain d'exister, et en particulier aux yeux du héros. See? Now you respect me, because I'm a threat. Et dans un monde où le héros, il est reconnu de tous, adulé, admiré, parce qu'il fait le bien, agir en opposition et faire le mal, c'est la pente que choisit le vilain pour se hisser au même niveau. Et dans ce cas, le bad guy, il existe
uniquement grâce au héros. Sans lui, le vilain, c'est juste une coquille vide, inutile. Et avoir quelqu'un qui représente l'opposé de ses valeurs, c'est pratique en tant que vilain, parce que tu sais sur qui taper. Mais parfois, le vilain, c'est face à la société entière qui doit s'opposer. Parce que la société, elle a ses codes, son organisation, ses propres valeurs, dans lesquelles on se reconnaît plus ou moins. Et lorsque la distance est trop grande entre un random individu qu'on va appeler Arthur, au hasard, notre futur vilain, et ses règles dans lesquelles il doit vivre, il devient ce qu'on appelle un marginal. Et il a alors deux options. Subir cette situation, vivre seul, être moqué et rejeté, ou alors enfiler sa meilleure cape de vilain pour façonner, au moins à son échelle, un environnement qui lui ressemble. Une sorte de safe zone où il s'autorise à corriger les injustices de la vie de tous les jours, en agissant de la pire des manières après que la goutte d'eau ait fait déborder le vase. Et le Joker du film Joker, c'est un exemple qui fonctionne trop bien selon moi, parce qu'il représente bien ce léger décalage qui fait qu'il ne rentre pas dans le moule que lui propose la société. Alors elle le rejette, parce que la norme triomphe toujours de la différence. Et que, depuis sa situation de victime de cet environnement, il ne voit plus que les contraintes de cette société. Ce qu'elle lui impose, que ce soit en bien ou en mal. You decide what's right or wrong, the same way that you decide what's funny or not. Tout en étant pointé du doigt, moqué, isolé, humilié. Il ne choisit pas de se marginaliser, c'est la société qui le met à l'écart. Le vilain ne naît pas vilain. Il tanque assez longtemps, encaisse, jusqu'à prendre les armes pour répondre. Et parce que le monde ne l'a pas traité justement, il n'a plus d'autre choix que de se faire justice lui-même. Et ce discours, c'est quelque chose qui résonne chez beaucoup. Il suffit de voir combien ont été inspirés dans la réalité suite à la sortie de ce film. Parce qu'on est tous l'anomalie de la masse sur quelque chose. Et ce passage à l'acte du vilain, comme cri du cœur contre la société, parce que c'est le seul échappatoire à ce rôle de victime, c'est sûrement celui que l'on retrouve le plus au ciné, et sous plein de formes différentes. Parce que ce vilain-là, il nous interroge sur tous ces sujets. Et ça veut pas dire qu'on veut reproduire le moment où il perd pied, hein. Mais on le comprend, parce qu'il vit des situations que l'on rencontre au quotidien. Soit parce que ce sont des situations que l'on subit comme lui, et bordel, ça nous lie instantanément à lui de partager la même souffrance. Soit parce que ça nous montre des situations que l'on rencontre de l'extérieur, en mettant des mots sur un point de vue, un ressenti, qu'on soupçonne pas forcément chez quelqu'un d'autre. Et hop, animaux sociaux, on a de l'empathie, ça rend notre monde un peu meilleur. Et plus on creuse, plus on se rend compte que personne ne fait le mal pour faire le mal. Le plus souvent, la quête du vilain, elle est justifiée par son vécu. J'ai un background. En fait, il combat son passé. Et dans la réalité, on porte tous un bagage plus ou moins lourd d'expériences perso qu'on a accumulé au fil des années. Et dans un film, c'est pas forcément simple à représenter ça. Bah ouais, t'as que 2 heures. Dans un jeu, t'as assez de temps pour montrer le passé d'un personnage, vivre une aventure complète, et justifier le fait de faire le choix du vilain à la fin. I swear. Dans une série, c'est pareil. Mais dans un film, quand t'as pas 2 trilogies pour le faire, on peut que te suggérer le rapport du vilain à son passé. Et quoi de mieux pour montrer à la fois un souvenir lointain et douloureux que la fameuse et classique cicatrice. C'est une règle de base, au point où ça va même parfois jusqu'à être le nom du vilain, histoire qu'on soit sûr que t'aies bien compris qui était le méchant. Zuko, Joker, Scar, Bador, Doubleface, Griffiths, Voldemort, Freddy, Morten Joe, c'est presque plus dur de trouver un bad guy qui n'a pas de cicatrice. La cicatrice au ciné, c'est genre une étiquette que porte un personnage pour se justifier, genre je me comporte mal ? Ouais, mais regarde cette marque sur le visage que j'ai qui me justifie à faire tout ça. Ça, c'est l'option un peu bourrin. Mais parfois, le lien au passé, il est plus subtil. C'est la classique manie du verre de lait du méchant qui renvoie à l'enfance et qui, si je dois faire une simple déduction, montre que si les amis de mes ennemis sont mes ennemis, les produits laitiers sont pas du tout mes amis pour la vie, du coup. Après, bon, je crois que je préfère avoir affaire aux vilains avec un verre de lait qu'à ceux qui gardent leur mère momifiée pour garder ce lien maladif à l'enfance, comme Norman Bates, par exemple. On va dire que c'est quelques niveaux après le verre de lait.
Et parfois, t'as pas besoin de remonter aussi loin dans le passé d'un personnage pour comprendre le moment où il vrille. Ça se passe à l'écran et on te le montre symboliquement. Anakin, qui devient Dark Vador, par exemple, c'est une tenue qui évolue progressivement du blanc au noir, et c'est un reflet de l'état psychologique du vilain. Ou encore mieux, la cape de Dementus dans Mad Max Furiosa. C'est un indicateur qui évolue avec le personnage au sein du même film. Ok, il faut que je m'arrête 30 secondes sur cet exemple parce qu'il illustre parfaitement comment montrer la complexité de l'esprit d'un vilain au cinéma. Au début du film, Dementus, c'est un gars avec ses idéaux, pas forcément un nice guy, mais un gars qui essaye de s'instruire et de sauver les siens. Sa cape est blanche. Puis, il va faire face à la violence du monde dystopique de Mad Max, à la guerre, et sa cape est alors teinte en rouge, la couleur du sang. Plus tard, il envoie certains de ses hommes dans une attaque suicide, en leur mentant, ce qui lui fera d'ailleurs perdre le respect d'un de ses lieutenants. Il a sacrifié ses principes, sa cape blanche a complètement disparu. Ok, maintenant, comment faire pour montrer qu'après un saut dans le temps, la psychologie de notre vilain, elle a encore évolué? Ben, tu montres une cape avec 3 couleurs. La base, blanche, montre d'où il vient, ses idéaux initiaux. Le milieu, là, en rouge, c'est le sang des batailles, de la guerre de ces dernières années. Et le haut, noir, sale, c'est l'âme de Dementus qui s'est obscurcie avec le temps. Tout ça, là, avec la couleur d'un seul objet à l'écran. C'est tellement intelligent. Et progresser psychologiquement avec le héros au sein du film, c'est peut-être encore mieux que de le laisser expliciter ses motivations. Parce que tu arrives aux mêmes conclusions que lui sans qu'il ait à dire quoi que ce soit. Il a vécu certaines expériences, elles l'ont fait souffrir, donc il cherche une justice, une revanche, une vengeance, une solution à ce qu'il dévore depuis des années. Et c'est peut-être ça en fait qui rend un humain mauvais. Plus qu'un combat contre son passé, c'est un combat contre son rapport avec son passé, c'est un combat contre lui-même. Walter White dans Breaking Bad, il met la série entière avant de se rendre compte qu'il faisait pas ça pour les autres, mais en réalité pour lui, égoïstement. I did it for me. I liked it. Avant de combattre le gentil, la société ou n'importe quel coupable, la lutte du vilain, elle est avant tout contre ses peurs, ses faiblesses, son mal-être. Et parce que c'est plus facile de se mentir, il redirige tout ça vers l'extérieur contre un bouc émissaire. C'est un mécanisme de défense pour se protéger contre l'image que l'on a de soi, trouver un coupable, plutôt que d'endosser la responsabilité du mal qu'on va commettre ou qu'on a déjà commis, parce que c'est la meilleure option. En fait, tu t'en étais peut-être pas rendu compte, mais depuis le début, le vilain, il fait en réalité tout ça pour toi. Il franchit la ligne que t'oses pas franchir pour que t'aies pas à le faire. Il prend le mauvais chemin, la décision qui le rend vilain, pour que tu en mesures les conséquences et que tu t'éloignes de cette option en connaissance de cause. C'est d'ailleurs la différence qu'il y a entre les vilains qu'on acceptait sans trop y réfléchir quand on était gamin, et les bons vilains. Ceux que tu vois à l'écran et qui te font te dire « je suis pas comme cette personne », et ceux qui te font hésiter, avant que tu te dises finalement « ok, on est les mêmes, mais j'ai des limites ». Joker, il est pas terrifiant parce qu'il tue, il y a plein de vilains qui tuent, et d'ailleurs il y a plein de héros qui tuent aussi. Il est terrifiant parce qu'il nous fait apprécier le fait de le voir tuer des gens de notre quotidien, pour des raisons que l'on comprend plus. Et sans s'en rendre compte, en cherchant à le comprendre, on a effacé la distance qui nous séparait du vilain. Si le héros nous apprend à nous élever, le vilain il nous met en garde sur ce que la chute va nous amener à faire, ou nous a déjà amené à faire par le passé. Parce que